Mais bon. Aïe! Mes bonnes chances! La présente est pour vous informer. Hein, si jamais vous regardez l'horaire de la journée, qu'il manque un petit quelque chose, il nous manque une grande conférence qui va avoir lieu à l'auberge ici à 1h, mes bonnes chances. Alors, si vous n'avez pas encore mangé, c'est le temps de commencer à y penser. Ça va se passer à l'auberge. Une grande conférence sur les ententes qu'on fait avec nos bons sauvages. Fait que là, mes bonnes chances, vous voulez comprendre c'est quoi les traités d'entente avec les Indiens? C'est la bonne place pour vous rendre là. Fait qu'à l'auberge, à 1h, et puis bien sûr, à les revendications. Alors, l'objectif de l'ouvrage, c'est vraiment de démystifier. Comme Québécois, on n'a pas de point de repère. Moi, à l'école, j'ai 72 ans, j'avais les manuels d'histoire des pères Farley et Lamarche. Durant 30 ans au Québec, ça a été le manuel d'histoire par excellence dans les classes secondaires. Qu'est-ce qu'on disait des Premières Nations? Je vais vous en lire un extrait. Vous voulez savoir d'où on est parti? Alors, je vais vous expliquer d'où vient notre grande méconnaissance. Alors, dans ce manuel qui était en vigueur jusqu'en 1965-1970, pendant 30 ans, il y avait le portrait du sauvage. Le sauvage était d'ordinaire fortement constitué au physique. Ça allait bien. Sa taille était élevée, ses muscles vigoureux, ses sens doués d'une grande acuité. Malgré la dureté de ses traits et l'aspect osseux de sa figure, il présentait souvent, dans l'ensemble, une belle apparence. Il se peignait le corps et la figure de dessins bizarres, faisait adhérer à la peau au moyen de procédés souvent très douloureux. Ce tatouage servait d'ornement et protégeait contre le froid. Si vous allez faire la pêche blanche sous la glace, faites-vous tatouer. Au moral, le sauvage possédait certaines qualités peu profondes qui le firent cependant apprécier des Blancs. Ayez à l'esprit que tous les Autochtones qui allaient au pensionnat entre 1950 et 1970 apprenaient la même chose que nous. Des qualités peu profondes qui le firent cependant apprécier des Blancs. Il endurait volontiers les privations, le froid, la faim, devant la mort, un courage digne d'admiration. Il exerçait l'hospitalité de la manière la plus cordiale. Il se montrait sensible aux misères et aux souffrances de ses voisins. Il leur offrait volontiers le secours de ses propres biens. Je ne savais pas que c'était peu profond. Mais attention, ces qualités ne pouvaient faire oublier les défauts les plus graves. Le sauvage avait en effet un orgueil sans borne. Il se croyait nettement supérieur aux Blancs et sa disposition d'esprit l'empêcha souvent d'accepter la civilisation et l'Évangile. Enfin, le sauvage était sensuel. Il se livrait facilement à la débauche. Quand j'ai lu ça à Picogan, dans la communauté algonquienne, il y a quelqu'un qui s'est levé debout qui a dit « Lui, il est de même. » Tout le monde est parti à rire. Alors, son goût pour les boissons alcooliques fut encore un des principaux obstacles à l'action des missionnaires. Enfin, il était sans force morale, sans caractère. Et on avait terminé. Et on apprenait que les plus barbares d'entre tous, c'étaient les Inuits. Mais qui étaient-ils? Et là, on passait à d'autres choses. C'était terminé. Mais qui étaient-ils? Quel était le génie de leur langue, leur mode d'occupation du territoire? Quelle était leur médecine, leur science du comportement animal, des astres, etc.? Rien, on savait strictement rien. Heureusement, on enlevait ça des manuels scolaires en 1965-70. Mais j'ai collaboré à une étude sur l'image des manuels scolaires au Québec au cours des années 80. Et bien sûr, on ne méprise plus les Autochtones dans les manuels. Et là, je parle des manuels des programmes en vigueur jusqu'en 2006, jusqu'à la réforme des programmes.
On n'en parle pas en mal, mais il n'y a plus d'Indiens au Québec après la conquête. Ils ne sont plus là. Ils n'existent plus. Alors, tout au plus, on saute à Louis Riel, un métis canadien, français et amérindien. Mais aucun mot sur les traités de la Confédération qui touchaient les terres. Alors, si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre, mais pourquoi c'est pas réglé au Québec? Pourquoi il y a encore des négociations? On n'a pas de point de repère. Et dans les manuels que j'ai encore chez moi, on saute à la crise d'Oka. Et là, c'est marqué dans un manuel, le réveil amérindien. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On ne le sait pas. Alors, quand il arrive une crise, justement, comme la crise d'Oka en 90, on dérape. On raconte toutes sortes de choses. Et voilà pourquoi c'est si important, justement, de comprendre les questions autochtones, d'avoir au moins ces points de repère. Alors, au milieu des années 90, les relations entre les Québécois et les Premières Nations étaient vraiment détériorées. Durant 5 ans, l'ordre public n'était pas rétabli au cas, vous vous en souvenez. On passait de crise en crise. Dans les émissions de radio, il y avait des lignes ouvertes, la question du jour, on fouillait les comptes publics, on sortait toutes sortes de scandales, tout sujet, pour essayer de démontrer que ce n'est pas des opprimés, c'est des privilégiés. Alors, l'Indien privilégié, l'exploiteur du système qui ne paye ni taxes ni impôts, celui qui se fait vivre par le gouvernement fédéral au détriment du bon citoyen payeur de taxes. Voilà ce qu'on entendait. Alors, c'est comme ça que j'ai fait le livre « Mythes et réalités sur les peuples autochtones ». Pour qu'on ait ces points de repère qui nous manquent, les revendications territoriales. Ils vont-tu dépecer le territoire du Québec? Alors, et on dit, ils ont plein de privilèges. Donc, la Charte des droits dit qu'on devrait tous avoir le même droit. Ils ont l'air d'avoir plus de droits que nous autres. Alors, et on n'a pas ces points de repère-là. Au milieu des années 90, à la Commission des droits de la personne, on a conclu une entente avec l'Institut Tchèque-Apêche, la nation Innu, qui est à Sept-Îles. Et durant 10 ans, j'ai visité 85 écoles secondaires, avec un grand chapoutoine, comme vous voyez ici. On a accueilli 100 000 jeunes Québécois dans cette tente. Durant 10 ans, et Jean-Yves Fontaine, qui est ici, qui a son cabanage, qui est de la nation Innu, Jean-Yves nous a accompagnés. Durant 10 ans, on a 10 à 15 personnes de la nation Innu qui est venue dans une école québécoise, avec des spectacles, des jeux, du campement de nuit. Et avant d'aller dans les écoles, j'offrais aux enseignants 2 heures pour qu'ils puissent répondre aux questions des élèves. Mythes et réalités sur les peuples autochtones. Donc, démystifier la question autochtone. Alors, c'est comme ça que j'ai fait ce livre-là. Et on a imprimé 100 000 copies des éditions précédentes. Le livre est maintenant lecture obligatoire dans plusieurs cours dans les universités, alors que je l'avais fait pour les enseignants secondaires. Et avec la 3e édition, le livre a doublé de volume, donc j'ai essayé de parler des enjeux contemporains. On comprend, avec la première édition, pourquoi les Autochtones sont en difficulté, pourquoi ils sont dans le pétrin. Mais avec la nouvelle édition, on comprend qu'ils ont tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Alors, dans un chapitre qui s'appelle « Un avenir rempli d'espoir », je compare le bouillonnement actuel au sein des Premières Nations avec la révolution tranquille des Québécois, à le mettre chez nous, prendre la place qui nous revient. Affirmation identitaire, fierté identitaire. Vous connaissez ça, les Québécois, nous, etc. L'importance du mouvement d'affirmation des femmes dans tout ça. Le bébé boom aussi. Alors, il y a un parallèle très intéressant à faire. Et à mon avis, il y a beaucoup d'espoir pour les Premières Nations, malgré l'ampleur des défis. Je vais vous donner quelques points de repère. Qui nous manquent. D'abord, il faut toujours garder à l'esprit, quand on parle d'histoire, que les Premières Nations, que les Européens, il y avait des Français, des Anglais, des Hollandais, ils avaient besoin des Premières Nations. Les Indiens ont 2 affaires pour faire la guerre,
Deuxièmement, pour le commerce des fourrures. On avait besoin de autres. Donc la relation, ce n'est pas une relation de domination, ce n'est pas une relation de soumission. On devait se lier d'amitié avec les Autochtones qui étaient des maîtres des lieux. Alors, c'est dans ce contexte-là que s'est développé aussi le coureur des bois. Alors, je vous lis un petit peu un extrait de cette rencontre du coureur des bois. Le commerce des fourrures se différencie des autres systèmes d'exploitation coloniale. Contrairement à l'agriculture et à l'industrie qui nécessitaient un bouleversement de l'environnement, la propriété du sol, la servitude, la fourrure exige le maintien du milieu et la coopération des populations locales. Cette collaboration tranche quelque peu avec l'idéologie coloniale en cours où priment les rapports de domination. À nul autre moment de l'histoire américaine, l'Européen ne fut aussi proche de l'environnement et de l'Indien. De cette osmose va naître un personnage original, écarté entre deux cultures, le commis, le coureur des bois, le trappeur. Les hommes de la fourrure ne peuvent assurer le contrôle de la production sans entretenir des relations amicales avec les Indiens. Relations d'autant plus étroites qu'ils doivent affronter un milieu totalement inconnu. Donc, sur le terrain, la logique qui s'impose, parce qu'on a besoin des Premières Nations, c'est une logique d'alliance. Et les premiers traités qu'on va signer, c'est des traités d'alliance avec les nations autochtones. C'était quoi la Nouvelle-France envers du Labrador jusqu'au golfe du Mexique, l'Empire français de l'Amérique du Nord? C'est la capacité des Français de maintenir un réseau d'alliance avec les nations autochtones du nord au sud. On était meilleurs que les Anglais là-dedans. Les Anglais étaient 1 million dans les colonies britanniques. Nous étions, les Français, 70 000 personnes dans la vallée du Saint-Laurent. Ce qui a fait la force des Français, c'est leur capacité d'alliance. Les Anglais il y avait des colonies agricoles, avaient une réputation de voleurs de terre. D'ailleurs, au moment de la conquête britannique, il y a un chef indien qui va, ce qu'on appelle la conspiration du chef Pontiac, qui veut allier les nations contre les Britanniques. Alors, voilà un élément de notre histoire dont on devrait être fiers, notre capacité de maintenir un vaste réseau d'alliances du nord au sud. Et les premiers traités ne touchent pas les terres. Hein, c'est des traités de paix et d'amitié. Le commerce est au centre. On signe des traités avec des signes totémiques. J'ai ici une copie de la Grande Paix de Montréal. Il y avait, en 1701, à Montréal, 1000 ambassadeurs de 39 nations amérindiennes qui ont fait la paix avec les Iroquois. Alors, il y avait les Français, les nations alliées des Français, et on a fait la paix avec les Iroquois. Un grand moment des relations franco-amérindiennes qu'on a célébré à Pointe-à-Canière il y a quelques années. Alors, les gens signent avec des signes totémiques. Comme vous voyez là-dessus, les 39 signatures. Et au début, on a la signature du chef Condiaron, du chef Huron qui a organisé l'événement, qui est décédé au cours de ces événements en 1701. On a fait des funérailles nationales. Et si vous allez sur le Mont-Royal, le belvédère s'appelle maintenant Place Condiaron en l'honneur de ce chef autochtone. Vous allez me dire, oui, mais c'est des vieux documents. Donc, les premiers traités, autant sur le régime français que sur le régime anglais, étaient des traités de paix et d'amitié. J'en ai un autre aussi, un traité qui a 4 pages, le traité de Niagara avec les Hurons. Même chose, donc il faut se lier d'amitié. Les choses tournent mal pour les Premières Nations entre 1820 et 1840.
Mais avant ça, il y a le roi veut rassurer les nations, ces tribus sauvages, on les appelait, qui sont en relation avec nous. Le roi va émettre une proclamation. Il y a 3 choses là-dedans. C'est des nations. C'est pas des citoyens comme tous les autres, ils l'ont jamais été. Deuxièmement, la couronne doit les protéger. Troisièmement, on doit signer des traités lorsqu'on va coloniser les terres. C'est dans la proclamation royale. Ils sont importants au plan numérique en 1760. Le roi veut rassurer les nations. Il y a des fraudes, il y a du mécontentement chez les nations autochtones. Alors, le roi dit, si quelques-uns, les sauvages, un jour ou l'autre, veulent se départir des terres, on doit le faire à une réunion publique des sauvages, on les appelait comme ça, qui est convoquée officiellement par un représentant de la couronne. Seule la couronne peut acheter des terres des sauvages. Alors, vous allez me dire, c'est un vieux document poussiéreux. Attention, c'est la première constitution de notre pays. Et toute la partie qui touche les Premières Nations a toujours force de loi au Canada. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi sur les Indiens qui va venir plus tard? C'est une déformation de la protection. Parce qu'à un moment donné, au nom du bien des Indiens, le gouvernement va se donner le pouvoir de décider ce qui est bon pour eux. Il va les mettre sous tutelle. De nation qu'ils étaient, ils vont devenir des pupilles de l'État, des enfants du roi, des enfants de la reine. Alors, en vertu de la loi sur les Indiens, les gens des Premières Nations sont toujours des mineurs aujourd'hui, en 2019, en vertu de la loi. Aucun testament n'est valide sans l'approbation du ministre des Affaires indiennes. Les biens personnels d'un Indien sur une réserve ne sont pas saisissables. Il est bien, il s'assoit, il se croise les jambes, il ne peut pas être saisi. Mais si tu ne peux pas être saisi, peux-tu emprunter? Peux-tu t'hypothéquer? Peux-tu te développer économiquement? Alors, il y a des obstacles structurels qui sont toujours présents chez certaines nations, chez d'autres. Ils sont sortis du régime, c'est le cas des cris de la baie James, et qui limitent la capacité des Autochtones. Il y a des avantages apparents dans la loi sur les Indiens, mais il y a de graves inconvénients. Donc, c'est en 1800... je vous parlais d'alliance. Le premier traité au Québec, avant d'aller trop loin, qui a été signé au Québec, c'est en 1603. Près de Tadoussac, à Pointe-à-Saint-Mathieu. Si vous allez à Baie-Sainte-Catherine, entrez dans le village, il y a un immense panache de caribou, qui est l'œuvre du sculpteur québécois Pierre Bourgault, de Saint-Jean-Port-Joli, et du sculpteur Innu, Christophe Fontaine, de Maliotenam, un ami et collègue de Jean-Yves Fontaine qui est ici. Alors, la première rencontre interculturelle, le premier traité, les Inuits sont en guerre contre les Iroquois. En échange d'un appui militaire des Français, les Inuits acceptent que les Autochtones, que les Européens, les Français débarquent et développent le commerce des fourrures. Mais, nulle part, les Indiens ne cèdent les droits sur les terres. Alors, je vous disais qu'en 1820, 1840, ça tourne mal pour les Premières Nations parce qu'on n'a plus besoin d'eux pour le commerce, des fourrures qui est en déclin. Il n'y a plus de guerre. Et on a besoin de leur terre. Et c'est là qu'on va mettre en place un vaste projet qui vise l'assimilation des Autochtones, leur disparition. On ne s'en cache pas. On a dit à la Chambre des communes, notre objectif est de faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul Indien au Canada. Et on va donc contrôler, on les met sous tutelle, on va contrôler les mouvements politiques. Les gens vont aller en prison parce qu'ils ont s'affirmé en tant que nation, revendiquer en tant que nation des droits et jugés irrecevables. La politique, jusqu'aux années 1970, c'est la politique d'assimilation. Et la loi sur les Indiens était pas une loi de privilège, mais bien une loi d'assimilation. Par exemple,
un Indien est un mineur, c'est pas grave, parce qu'il peut s'en sortir. La loi va prévoir jusqu'en 1985 qu'il peut demander l'émancipation. S'il a 21 ans, s'il peut démontrer qu'il peut assumer les devoirs de la citoyenneté, alors là, s'il peut faire vivre sa famille et ses enfants, moi on ne m'a jamais demandé ça. Alors il peut demander l'émancipation. Et toute une bande peut demander l'émancipation. Qu'est-ce que c'est qu'être émancipé? C'était l'objectif de la loi. Ne plus être indien. Tu n'es plus un Indien, tu n'as plus d'affaires sur une réserve indienne, qui est une terre fédérale réservée aux Indiens. Va-t'en, c'est terminé. Et là, on prévoit la demande d'émancipation volontaire ou involontaire. Une femme indienne marie un non-indien, automatiquement émancipé, terminé pour elle et ses enfants. Alors qu'une blanche qui marie un Indien devient une Indienne en vertu de la loi. Alors, tu as des blanches indiennes, également des Indiennes non-indiennes. Et cette discrimination va durer dans la loi jusqu'en 1985, suite à la lutte des femmes autochtones qui ont été appuyées par des femmes canadiennes, Thérèse Casgrain, par la Fédération des femmes du Québec. Alors, c'est des héroïnes, ces femmes-là. Mais, involontaire. Attention, dès qu'un Indien a un diplôme universitaire, il est automatiquement émancipé, il n'est plus un Indien. Entre 1980 et 1950. C'est plus comme ça depuis 1950. Donc, pour être prêtre, pour être avocat, la conséquence, tu n'étais plus un Indien, tu n'avais plus aucun droit de résider parmi les tiens sur la réserve, etc. Donc, toi et tes enfants, quand tu es prêtre, tu n'as pas d'enfants, en principe. Mais, alors, et on ne le savait pas, ça. Donc, jusqu'en 1985, pour avoir tous les attributs de la nationalité canadienne, un Indien devait renoncer à sa propre identité nationale. C'est ça que ça veut dire. On le savait-tu, ça? On ne le savait pas. Et je dis souvent aux gens, on n'a pas à être responsable des erreurs du passé. On a juste à être responsable de ne pas les répéter. Alors, et les Autochtones sont toujours là. Alors, je ne vais pas nécessairement m'étendre énormément, tout simplement pour vous dire que les Inuits, le peuple du Nord, ce qu'on appelait les Esquimaux, ne sont pas soumis à la loi sur les Indiens. On ne s'en occupait pas. Ils étaient loin. Et c'est en 1935 que le gouvernement va mettre des programmes qui sont en difficulté. Et en 1950, ils vont être exclus de l'application de la loi sur les Indiens. La loi va dire, cette loi exclut expressément la race d'Esquimaux. Ce qui veut dire que les Inuits payent des taxes et des impôts, comme tout le monde. Juste vous donner une idée de la loi sur les Indiens, puis je vais m'arrêter là. Moi, je suis propriétaire d'une maison à Lévis. J'ai un titre de propriété sur la maison et sur le terrain. Je peux la vendre à qui je veux. La charte, les droits et libertés